Donc l'idée, en fait, ça va être simplement de passer un peu en revue là, justement le chemin sinueux que j'ai parcouru, sinueux dans le sens positif du terme. J'ai pas de- J'entends un halo, mais j'imagine que c'est pas pour nous. Euh, et donc, donc j'ai pas de côté péjoratif à ça. Hein. Même chose pour détour. J'ai intitulé ça Sous le signe du chaos, une vie qui me ressemble. Voilà. Donc, on va passer là-dessus. Et puis, donc, il va y avoir la partie un peu sur qui je suis, puis qu'est-ce qui m'a amené aux études supérieures. Et aussi, comme le mentionnait Joanne, un peu à quoi ça ressemble finalement une journée typique dans la vie d'un étudiant des cycles supérieurs, si tant peu qu'on peut parler d'une journée typique d'un étudiant dans la vie d'un. Voilà, donc ça va être ça, ça devrait être relativement rapide. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter pour les poser. Ça va me faire plaisir de rendre ça un peu plus interactif. Et puis voilà, on commence. Donc, je vais commencer par mon parcours musical qui m'a amené ultimement à la recherche, bien que le chemin n'a pas été aussi direct que ça peut en avoir de l'air. Mes activités de recherche actuelles et mes activités doctorales, donc je les ai séparées puisque, premièrement, j'ai été chercheur avant d'être doctorant et aussi, dans les activités doctorales, il n'y a pas que l'académique et donc c'est pour ça que je sentais une espèce de besoin de séparer ces deux choses. Et finalement, conclusion, évidemment. Donc, voici dans ma folle jeunesse avec des fous cheveux, donc déjà coupés, je les ai déjà eus presque jusqu'à la hauteur, un peu en dessous des omoplates. Donc à l'époque, j'étais insouciant et jeune. Bref, ça a été vraiment une partie importante de ma jeunesse. Hein. J'ai commencé la musique à l'âge de 3 ans et je suis rentré au conservatoire à l'âge de 11 ans, je pense, conservatoire de musique à Rimouski. Donc je suis gaspésien, pour ceux qui se posaient la question. J'ai pas d'accent particulier parce que je viens du nord de la Gaspésie. Donc j'ai étudié à Rimouski au conservatoire de musique à partir de 11 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à cette époque-là, la musique, puis c'est encore un peu le cas aujourd'hui, ça reste là, mais ça devient en fait une définition de soi-même. On est très, très j'utiliserais le terme embourbé là-dedans, mais dans le bon sens du terme. Toute la vie tourne autour de ça. Et éventuellement, à un moment donné, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je me suis rendu compte que c'est pas une carrière, en tout cas en tant qu'interprète, sur laquelle je pourrais vraiment vivre de. C'est pas quelque chose qui m'intéressait tant finalement là-dessus. Et donc, ce sur quoi, en fait, j'ai pris 3 ans à prendre cette décision-là. Au moment où j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai mis 3 ans avant de réellement mettre la chose en application pour vous montrer à quel point c'est un sentiment là, très à l'intérieur de soi, très important. Et évidemment, quelque chose qui est aussi fort aussi longtemps, ben, ça reste. Donc, il y a toujours eu ce côté de moi qui essayait de suivre la musique, qui essayait de l'inclure dans ce que je fais. Puis on aura l'occasion de voir ça un peu d'ailleurs. Donc, d'autres photos de mon époque musicienne. Parallèlement à ça, puis ça va être un peu la thématique là, de ma présentation aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le fil rouge qui pourrait ressembler à dessiner ma carrière. Donc, j'ai commencé à faire du hacking, donc je ne sais pas s'il fallait le dire. En gros, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé. Donc, si je ne suis pas sûr que vous avez ça, là, mais moi, dans ma jeunesse, il fallait encore utiliser des CD pour jouer à des jeux. Donc, il y en a qui téléchargeaient la possibilité de jouer sans le CD. Moi, je suis allé dans le code et je changeais moi-même le code pour pouvoir jouer à mes jeux. Donc, j'ai appris à faire de la programmation par moi-même dès l'âge de 14 ans pour apprendre un peu à faire du hacking. Et finalement, donc, il n'y avait rien de foncièrement illégal, en tout cas. Mais bref, ça m'a permis aujourd'hui là, d'être très efficace dans la programmation. Et donc, cette curiosité-là d'aller tester des limites par le hacking m'a permis de développer des compétences qui sont réellement utiles aujourd'hui. Voilà, mais bon, évidemment, moi, dans ma tête, j'ai l'air de ça à l'âge de 14 ans, mais probablement que j'ai plutôt l'air de ça à l'âge de 14 ans quand je suis en train de faire mon hacking. Donc, ça reste gentil, mon affaire.
Éventuellement, je m'en vais vers la kinésiologie. Donc, musique vers kinésiologie, le chemin, il n'est pas direct. Hein. On peut même se poser la question pourquoi. Eh bien, durant nos étés, il y avait des camps musicaux. Et là, je sais que quand on parle de camp musical, ça fait toujours sourire les gens à cause d'un certain film que je ne mentionnerai pas. Mais il n'y a rien y a rien de particulier sur ce camp musical, sinon que j'ai rencontré un kinésithérapeute en France. C'était ici, mais le kinésithérapeute était français, qui faisait de la kinésithérapie, et là je dis bien kinésithérapie, pour les musiciens. Donc il s'occupait de travailler finalement avec les musiciens sur place. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc l'année suivante, je suis retourné au même camp musical, mais cette fois-là, je me suis inscrit avec lui. Donc, j'ai passé la semaine à le regarder travailler, un peu comme un pré-stage finalement de la chose. Et donc, je regarde sur les programmes universitaires et je ne trouve pas kinésithérapie. Et donc, je trouve kinésiologie, mais je me dis, bon, ben, ça doit être la même chose et je m'inscris en kinésiologie pour apprendre finalement que c'est pas du tout la même chose. Donc, la question finalement, c'est pas tant pourquoi je suis allé en kinésiologie, plus que pourquoi j'y suis resté. Puisque finalement, kinésiologie est plus associée au sport et à l'entraînement et à l'activité physique que la kinésithérapie qui ressemble plus à la physiothérapie finalement, ici. Et notamment, hein, des cours d'introduction à la kinésiologie. À l'époque, c'était Eudoxie Adopo qui donnait le cours. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis je trouvais que, en tant que musicien qui est très loin du sport, c'était un nouveau défi qui pouvait être le fun à faire, à relever pour moi-même. Et en plus, j'avais commencé. Et moi, on m'a appris dans la vie, quand on commence quelque chose, on le finit. Donc, je me suis dit, je vais me rendre à la fin et au pire, ce sera un apprentissage utile pour moi. Voilà. C'est ma maman, d'ailleurs, elle se promène en dessous de moi actuellement. Là, elle voulait regarder la présentation. Euh, Parallèlement à mes études vraiment là, purement académiques, c'est-à-dire le cursus normal là, du baccalauréat, je me suis intéressé à la recherche parce que je trouvais que ça avait l'air, c'était quelque chose qui avait l'air cool. J'ai commencé notamment, je me souviens plus si je l'aimais, ouais c'est ça, avec la bourse d'été du CRSNG. Donc j'ai obtenu la bourse pour travailler au laboratoire de déjà blanc. Le dernier directeur, non pas Michael, le dernier directeur du département. Ça me revient. Ça me reviendra. Oui, éventuellement, son nom me reviendra. Là, mais ça a été vraiment une figure marquante, étonnamment. Une figure marquante là, sur mon intérêt finalement pour aller en recherche parce que j'ai passé vraiment tout l'été avec lui puis avec ses étudiants à travailler, vraiment à mettre la main à la pâte sur ce que c'est que la recherche. Et lui, c'est de la recherche en contrôle moteur. Donc c'est essentiellement informatique. Donc, on peut le voir là, par rapport à mon petit passé de hacker, que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et donc, j'ai commencé vraiment formellement à m'instruire sur la programmation à ce moment-là. Pardon. Donc, à faire des choses là, qui étaient intéressantes, à développer des algorithmes. Non pas à prendre des algorithmes qui existaient déjà et les modifier, mais développer moi-même des algorithmes. Donc, évidemment, c'est des choses relativement simplistes là, quand on commence, mais on met les fondations finalement à quelque chose qui va devenir beaucoup plus gros. Puis, oui. C'est le Conseil de recherche en santé naturelle et en génie, pardon. Donc c'est une bourse finalement qui est une bourse d'été pour les étudiants. Donc CRSNG, là, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est un organisme qui fait partie des 3 gros organismes fédéraux sur le financement de la recherche au Canada. Mais derrière, ils offrent des bourses aux étudiants pour passer un été. Donc, soyons honnêtes, c'est pas des grosses bourses en termes monétaires. Par contre, c'est des grosses bourses qui vont servir comme tremplin pour obtenir des bourses suivantes. Donc là, je me souviens plus si je le mentionne plus tard, mais grâce à cette bourse-là, j'ai eu un dossier intéressant pour appliquer à la bourse des étoiles du CHU Sainte-Justine que j'ai obtenu.
Donc, la bourse des étoiles du Saint-Justine, c'est une autre bourse qui est bien reconnue. Et donc, par la suite, ça m'a permis plutôt d'appliquer à des bourses un peu plus grosses. Et c'est vraiment en bâtissant tranquillement comme ça que ça devient intéressant. Donc, même si vous avez l'impression que vous vous faites un peu avoir sur la bourse, parce que pour un été au complet, c'est autour de 6 000 $ si je me souviens bien. Donc, ramené à l'heure, ça fait pas beaucoup. Mais derrière, le prestige associé à la bourse en question est vraiment intéressant. Par la suite, durant toute l'année, j'ai décidé de continuer à travailler avec ce professeur-là et ses étudiants. Et j'ai continué jusqu'à l'été suivant. Donc, en fait, j'ai fait 2 ans de travail avec lui je faisais une dizaine d'heures par semaine là, juste pour continuer le travail, quelque chose que je trouvais intéressant, quelque chose qui me motivait au travers de mes études, finalement. Et mais comme je vous ai mentionné, complètement à côté, une fois de temps en temps, j'ai plus envie de faire des trucs de tête et j'ai besoin de forcer. Et donc, je suis allé 2 fois en France, une fois en Allemagne pour faire du travail de ferme, donc sur des fermes écologiques, donc avec le programme WOOF. Donc, on s'en va sur les champs, on est logé et nourri gratuitement, mais on travaille pour les personnes. J'ai travaillé sur des fermes d'ânes, j'ai travaillé sur des fermes biologiques, notamment en Allemagne. Bref, les voyages ont beaucoup été importants là-dedans et j'ai jamais fait de compromis par rapport à ça. C'est-à-dire que j'allais voir mon directeur ou mon boss, puis je disais, mais je pars pour 2 mois et on se revoit dans 2 mois, puis j'ai besoin de ça. Et ça a vraiment fait partie de qui je suis, de comment je peux travailler, de comment je peux me permettre de travailler vraiment très très fort, parce que je le sais que le jour où j'ai envie de partir, ou j'ai envie de faire d'autres choses, je suis en mesure de le faire. WOOF, donc ça s'écrit WWOOF, c'est Worldwide Organization for Organic Farm. Et c'est Luc Proto, le nom du professeur. Exact. Donc, vraiment, pour moi, la curiosité, c'est quelque chose d'important dans le processus. Vous allez toujours avoir un chemin qui va être mis devant vous, que vous êtes en mesure de suivre. En tout cas, c'est souvent le cas. Mais suivre ce chemin-là vous amène à la même place que les autres, finalement. Donc, commencez à aller chercher des choses autour, de vous permettre, finalement, d'aller à l'extérieur, permettre de se tromper, hein, permettre de faire des choses qui serviront à rien ou qui ont l'air de servir à rien à un moment donné. Et éventuellement, ça crée un ensemble, ça crée une personne qui est unique par rapport à toutes les autres. Donc oui, je pense que curiosité, c'est le bon terme là, pour décrire ce que j'ai à l'intérieur de moi par rapport à ça. Et donc, je suis allé également en Afrique pendant un autre 2 mois, un peu plus tard, et j'ai beaucoup joué à ce jeu là, que j'ai fait là. Donc, j'ai décidé de prendre toutes mes habilités de programmation puis d'essayer de rendre ça cohérent. Et j'en ai fait un jeu qui est disponible, mais là, plus maintenant, là, mais qui était disponible sur Google Play Store. Donc, j'avais beaucoup joué à ce jeu-là là-bas. Je voulais faire une espèce de tribu pour les gens que j'avais rencontrés en Tanzanie. Et donc, je me suis fait cette chose-là. Donc, c'est là où on commence à voir que les intérêts peuvent finalement, même s'ils sont très très loin, hein, programmation, voyage, c'est des choses qui se matchent assez mal, ben, il y a moyen d'aller trouver des choses intéressantes là-dedans à faire. Et je suis aussi un tout petit peu acteur, je m'amuse là-dedans, puis aussi je fais de la vidéo évidemment, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça aussi, ça a vraiment fait partie de ma jeunesse. Donc plein de choses qui finalement forment un tout qui a l'air cohérent. Rendu un petit peu plus loin, donc à la fin du bac, comme la kinésiologie, c'était pas mon premier, mon premier choix initial, ben, la question à qu'est-ce que je fais après s'est posée. Donc j'avais appliqué au programme de baccalauréat en physique et informatique. Et finalement, il y a Michael Begon et Paul Allard qui m'ont attrapé au bon et qui m'ont proposé de faire un
projet en biomécanique, donc essentiellement de la physique, mais appliquée à l'humain. De faire ça étant un peu rémunéré comme une maîtrise. Donc là, j'avais le choix entre refaire un deuxième bac non rémunéré et refaire une maîtrise dans un programme assez similaire. Ben, j'ai choisi d'aller vers la maîtrise. Mais finalement, même si on m'a mentionné que c'était par rapport au violon, la réalité, c'est que c'était pas vraiment par rapport au violon. Mais bon, fait que la question, encore une fois, se pose, hein, pourquoi je suis resté? Donc, la biomécanique est notamment ce que j'ai fait au laboratoire de S2M, là, qui est un laboratoire affilié au département ou à l'école de kinésiologie, pardon. J'ai beaucoup travaillé sur mes propres projets. Donc, quand j'ai terminé ma maîtrise, donc ça a été 2 ans de maîtrise, je suis rentré directement comme agent de recherche parce que pendant ma maîtrise, j'avais commencé à développer des projets. J'avais commencé à modeler le laboratoire pour que je sois important à l'intérieur du laboratoire. J'avais organisé, finalement, on a commencé, on était 5. Quand j'ai terminé ma maîtrise, on était déjà 15. Donc, il fallait organiser les ordinateurs. C'est aussi con que connaître, savoir comment les choses sont branchées et comment elles sont connectées de façon logicielle, ben, c'est une connaissance importante que mon directeur avait besoin. Donc, tranquillement, tu deviens important à l'intérieur de l'architecture appelons ça l'entreprise. Et grâce au fait que j'ai travaillé dans des choses qui m'intéressaient, dans lesquelles j'étais bon, eh bien, éventuellement, tu deviens important. Et puis, ben, c'est comme ça que j'ai obtenu le travail que j'ai eu pendant les 6 années qui ont suivi, donc jusqu'en 2018. Et aussi, travailler dans un laboratoire universitaire, c'est travailler avec une équipe toujours jeune, parce que c'est des étudiants qui rentrent au début de leur doctorat, au début de leur maîtrise, et qui, quand ils terminent, ils s'en vont généralement, et c'est une autre, quelqu'un qui vient le remplacer, qui est du même âge. Donc, c'est toujours du monde motivé, super dynamique. Donc, c'est quand même vraiment le fun comme environnement de travail. Éventuellement, la musique est revenue me hanter, sous la forme de Sonia Dupré, qui est une professeure invitée qui vient de Lyon. Et elle est venue au Québec pour passer 1 an avec nous. Et on commence à discuter parce qu'elle est dans notre laboratoire. Et j'apprends qu'elle aussi, elle est musicienne, cordiste. Donc moi, je suis violoniste. Elle était altiste. Et on décide qu'on va se lancer un projet ensemble. Donc on va analyser des violonistes parce que ça ne se fait pas encore en biomécanique puis qu'on a envie de travailler là-dessus. Donc on se lance un projet et le projet en question m'a amené ultimement à lancer mon doctorat. Donc, je pense que le fait de commencer un doctorat ou le fait d'être à sa place, finalement, dans ce laboratoire-là, puis le fait de décider de commencer, c'est vraiment d'essayer de saisir les opportunités. J'ai vu à un moment donné, ça faisait 6 ans que j'étais là, j'aurais pu continuer comme ça, j'étais bien dans cette situation-là, mais je voyais que si je commençais un doctorat, je pourrais me consacrer à la musique parce que maintenant, le projet, ce serait le mien. J'ai attendu que l'opportunité se présente. Ça a pris 6 ans, mais ça s'est présenté. Et donc, il faut faire les rencontres signifiantes. Il faut essayer de rencontrer des gens. Donc, si vous êtes... à la base, là, je suis quelqu'un de pas particulièrement extroverti, mais c'est quelque chose qui se contrôle, puis c'est quelque chose qui s'apprend. D'essayer d'aller rencontrer les gens. À chaque fois qu'il y avait des présentations, ben, j'allais les faire. À chaque fois qu'il y avait des rencontres, j'étais rendu suffisamment important au laboratoire pour que ce soit moi qui aille remplacer Michael, le directeur du laboratoire, quand ce soit nécessaire. Et donc, tu rencontres les gens comme ça et finalement, tu te finis par te faire un nom. Donc, il faut saisir les opportunités, faire les rencontres signifiantes, mais ces 2 choses-là vont ensemble. Si vous rencontrez personne, vous n'aurez pas d'opportunité, mais si vous rencontrez les gens, mais vous ne saisissez pas les opportunités, ça ne sert pas beaucoup plus. Donc, c'est vraiment 2 choses là, qui sont ensemble. Et encore une fois, quelque chose de complètement à côté. 2012, c'est la fin de ma maîtrise et c'est aussi la grève étudiante qui a duré pendant 6 mois. Et j'ai été particulièrement politisé à ce moment-là. Je l'ai toujours été, là, mais particulièrement. Et j'ai décidé de me lancer en politique. Donc, j'ai été candidat pour Option nationale en 2014 pour les élections générales de 2014. Et depuis, j'ai toujours été impliqué en politique. Là, puis, à travers les choses que je fais, j'ai toujours envie de faire des choses qui... comme je disais tantôt, qui ont l'air de servir à rien ou qui peuvent potentiellement servir à rien. Dans ce cas-ci, la politique, ça ne m'a pas encore servi. Peut-être dans le futur. Peut-être qu'un jour, ça sera quelque chose qui reviendra dans ma vie.
De la politique, il y en a partout. Et d'ailleurs, actuellement, ben, je suis président de l'association étudiante. Donc, ça aussi, pour éventuellement devenir candidat pour un parti provincial, ben, faut que tu aies une sorte de pedigree. Donc, à l'école, quand j'étais au conservatoire de musique, ben, j'étais président de l'asso. Actuellement, je suis président de l'asso des cycles supérieurs. Je travaille beaucoup avec la direction. Donc, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup, que je trouve intéressant. Voilà, et éventuellement, ben, je décide de me lancer au doctorat, hein, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec le projet, avec Sonia, quand le projet a été lancé, ben, j'ai décidé que c'est vraiment ce qui m'intéressait et j'avais envie de m'y consacrer. C'est surtout ça. La raison, c'est que en tant qu'agent de recherche, tu fais à peu près ce que tu as envie, mais tu fais aussi ce qui est nécessaire. En tant que doctorant, tu fais ce que tu as envie et ce que tu penses nécessaire pour toi. Donc, c'est ce que j'avais envie d'explorer là-dedans. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de pourquoi je suis resté. Pour le doctorat, j'ai toujours été satisfait de cette décision-là. Elle a été prise, dans le fond, en 2018. J'ai décidé d'appliquer pour la bourse Vanier. Donc, probablement que vous ne connaissez pas le nom de la bourse en question, mais il s'agit d'une des bourses les plus prestigieuses au Canada actuellement. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de jouer. Si je l'obtiens, ben, je commence un doctorat. Sinon, je vais continuer comme je suis. Puis j'étais bien. C'était pas quelque chose qui. C'était pas un craving non plus. Là. Je voulais commencer, mais sans m'y obliger. Et donc, j'ai joué la chose en question. Je suis allé au Groenland 2 semaines avant la remise du dossier. Pour vous donner une idée, là, c'est un dossier qui met 3 mois à placer. Donc, 6 semaines avant le dépôt du dossier, je suis parti aller faire une marche de 170 km en solo dans le nord au Groenland. Et j'ai espéré que quand je reviens, j'aie le temps de finaliser mon dossier, chose que j'ai eu le temps de faire. Et j'ai déposé le tout. Et puis, j'ai réussi à obtenir la bourse. Et donc, ça a marqué finalement le début de mes études. En décembre 2019, j'ai commencé. Donc, ça fait maintenant 2 ans. À l'intérieur d'un doctorat, pour moi, qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment une sorte de liberté d'action. Mais avec cette liberté d'action-là vient un paquet de restrictions qu'il faut s'auto-gérer, finalement, des auto-restrictions sur... Il y a tellement de choses qui sont ouvertes, il y a tellement d'opportunités qu'on peut aller explorer partout. Et à la fois, c'est super embellissant, c'est super le fun. À la fois, c'est vraiment dangereux de se perdre à l'intérieur de ça. Donc la liberté d'action vient avec le fait qu'il faut être quelqu'un qui est capable de vraiment s'auto-évaluer par rapport à ça. J'aime aussi, puis c'est vraiment ce qui m'a motivé, de me consacrer totalement à un projet. Donc, l'intégralité des heures que je fais en tant que doctorant actuellement, en tout cas, académiquement parlant, elles sont réservées à réaliser ce projet-là et je l'envoie dans la direction que j'ai envie. Je suis le lead programmeur sur 3 logiciels actuellement qui sont essentiels à ma thèse. Et donc, je travaille quasiment temps plein sur le développement de ces logiciels-là. Donc, encore une fois, hein, ça va rechercher mes intérêts personnels, des choses que j'ai développées au cours des années qui n'avaient pas l'air d'avoir une cohérence par rapport à ce que j'étais, mais finalement qu'il le devient. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Hein? Lorsque vous lancez dans un doctorat, il faut le faire pour les bonnes raisons parce que la liberté, comme j'ai dit, ça vient avec des problématiques. C'est ça. C'est des projets qui sont à long terme. Il faut être capable faut connaître ses capacités à se donner des projets soi-même qui vont durer 6 mois, 1 an et demi. Donc évidemment, vous n'avez pas besoin d'être capable de faire ça dès le début, mais c'est une compétence qu'il faut que vous sachiez que vous allez avoir à développer. Et on est souvent laissé à soi-même et il faut apprendre à demander. Donc on est avec d'autres étudiants qui sont dans le même bateau que nous, qui sont dans la même misère et de ne pas être capable de demander, ça peut être problématique. Donc ça aussi, c'est un apprentissage, l'apprentissage de l'humilité à l'intérieur du doctorat sur OK, ben ça je sais pas quoi faire. Donc d'aller voir quelqu'un qui le sait potentiellement, c'est vraiment important. Donc cet apprentissage-là aussi, c'est quelque chose que vous devez garder en tête si le doctorat vous intéresse. Donc à quoi ça ressemble, hein,
Je t'en prie. Sonia. Tout à fait. Je corrobore, puis je vous assure, on s'est pas préarrangé ensemble. D'ailleurs, je garde un œil toujours sur toi là, pour m'assurer que je vais dans la bonne direction par rapport à ce que tu t'attends comme une présentation. Voilà. Donc, au jour le jour, hein, à quoi ça ressemble un doctorat? C'est pour moi, puis là c'est vraiment très très associé à moi, c'est beaucoup de développement logiciel. Donc je suis de nouveau du côté hacker, mais maintenant pour les bonnes raisons. Donc on pourrait m'enlever la petite capine là, ça marcherait bien. Euh, beaucoup d'écriture d'articles. Et ça, par exemple, ça, c'est dans les compétences sur lesquelles je n'ai pas. Dans le sens où il y a plusieurs choses à laquelle, au moment de commencer mon doctorat, que j'avais au préalable. C'est-à-dire que développement logiciel, ça fait longtemps que ça m'intéresse. L'écriture d'articles, ça fait longtemps que ça m'intéresse pas. C'est la même chose aujourd'hui. Mais malgré le fait que ce soit quelque chose ça fait partie de notre quotidien, c'est obligatoire et il faut se donner des façons de fonctionner. Donc, par exemple, pour l'écriture d'articles, qui est quelque chose que spontanément, je ne ferais pas dans ma journée. Si je me pose la question, OK, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? J'ai ce logiciel-là à développer. J'ouvre mon truc puis je commence à développer. Et spontanément, j'ai jamais l'écriture d'articles. Par contre, l'écriture d'articles, c'est l'essence même de faire la recherche, c'est l'essence même de faire un doctorat. Donc, j'ai une problématique ici. Et donc, ce que j'ai fait, et c'est l'image là, que vous avez juste en bas, ce que j'ai fait, c'est que, entre autres, via la chaîne Twitch que j'ai partie, là, qui est une chaîne scientifique, j'organise 2 fois par semaine des séances d'écriture de 3 heures en ligne. Et donc, les gens peuvent se connecter, travailler en même temps que moi. Donc, ils se promènent en dessous de moi là, avec leurs petits avatars. Et on utilise la technique de Pomodoro, d'où la tomate. Pomodoro, ça signifie tomate en italien. Et donc, on fait des séances d'écriture de 3 heures. Donc, c'est des 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ça fonctionne très, très bien pour moi. Puis le fait de le faire en communauté via Twitch, via Internet, bien, ça me motive. Et comme j'ai des horaires fixes, là, évidemment, ce ne sera pas aujourd'hui à 13h30 habituellement. 13h30 le lundi jusqu'à 16h30 et jeudi matin de 9 à midi. Comme j'ai ces horaires-là et que je ne me pose pas la question, j'ai-tu envie aujourd'hui? Non. Je démarre mon Twitch et je commence à travailler. Il y a des gens qui se connectent, on travaille ensemble. Et ça me permet, en fait, ça a fait que mes 2 derniers articles, ils sont essentiellement et entièrement dû à ces séances d'écriture-là. Donc, les choses que vous n'avez pas envie de faire, il faut vous forcer à les faire d'une quelconque façon dans un environnement qui va rendre ça moins pénible. Donc, l'originalité, la curiosité de trouver des façons de faire, c'est important. Bon, mais aussi, l'enseignement, hein, ça fait partie potentiellement. En fait, si vous faites le premier cours d'introduction à la biomécanique, vous auriez dû m'avoir cette session-ci, mais j'ai finalement décidé de ne pas donner le cours cette année. Mais ça faisait 6 ans que je le donnais. Donc, l'enseignement qui est, je dirais, potentiellement la meilleure façon de consolider ses propres acquis. Si vous savez quelque chose suffisamment pour l'enseigner, vous savez réellement suffisamment quelque chose. Donc, faire participer à l'enseignement universitaire, ça fait aussi partie des choses importantes que au jour le jour, vous allez avoir à faire en tant que doctorant. Et finalement, c'est rempli de rencontres au travers de toute l'écriture, de tout le développement. Eh bien, on travaille en équipe aussi. Et c'est ça la partie intéressante.
Non, j'avais pas vu, merci. C'est vraiment un cours que j'aime donner. Mais oui, j'ai eu d'autres prérogatives cette session aussi, malheureusement. Mais, merci, le commentaire me touche. Oui, ben, c'est ça. C'est essentiellement pour moi, faire un doctorat, c'est un travail d'équipe. On est avec les autres étudiants. Là, c'est plus difficile, évidemment, là, à cause du contexte pandémique, mais moi, ça fait 10 ans là, que je suis avec les étudiants. On est ensemble. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose que je ne sais pas. Comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur de demander. Tu vas demander et ça se peut que l'autre personne ne sache pas non plus. Mais t'expliques ton problème et l'autre a un autre background dans sa vie, il a fait d'autres choses et des mots que tu vas dire vont faire résonner d'autres choses. Et des fois, juste le clash d'idées sans même qu'aucun des deux ne connaisse la réponse, ça suffit à générer l'idée qui va aboutir à la réponse. Donc d'avoir de la communication entre les étudiants, de se permettre de poser des questions qui ont l'air stupides une fois de temps en temps, parce qu'à travers ça, il va y avoir des questions pas du tout stupides. Pour moi, c'est une partie importante du jour le jour. Donc, ce que je fais avec mes étudiants qui travaillent pour moi, ben, je leur propose, s'ils veulent, de démarrer un Zoom. Moi, je vais être là toute la journée, puis s'ils veulent, ils se connectent, et puis on peut travailler sans se parler, puis il y a une question, il allume son micro, il me pose la question, il referme son micro après. Bref, de continuer à avoir une génération d'idées à travers les discussions avec les autres étudiants. Et finalement aussi, il y a tous les aspects comité, donc que étonnamment j'aime beaucoup. Donc participer à l'association étudiante, organiser des événements pour les étudiants. Je fais aussi partie du comité d'évaluation scientifique, là, notamment Interrépar, c'est quelque chose de québécois. C'est un organisme québécois sur le regroupement technologique. Donc il faut répondre à on reçoit des demandes de subventions, puis on analyse des demandes de subventions, puis on se rencontre en comité. Donc tout ça, c'est des choses qui demandent du temps, mais qui sont ultimement quand même stimulantes, puis qui permettent, pour revenir à ce que je disais un tout petit peu plus tôt, de faire des rencontres, puis éventuellement de saisir certaines opportunités qui peuvent apparaître une fois de temps en temps. Donc de ne pas avoir peur de participer à ces rencontres-là. C'est particulièrement intéressant. Et finalement, quelque chose, je pense, à laquelle on ne pense pas nécessairement, mais qui est une belle reconnaissance, je trouve, qui est la relecture d'articles scientifiques. Parce qu'à partir du moment où vous allez publier vos premiers articles scientifiques, eh bien, vous faites maintenant partie de la communauté scientifique et donc vous allez être invité à... d'autres chercheurs vont publier leur article et avant qu'il soit publié, eh bien, il doit être relu et expertisé par certaines personnes et les certaines personnes, c'est vous. Donc la relecture d'articles scientifiques, de critiquer l'article de d'autres chercheurs sur leur bon côté, leur moins bon côté, c'est des choses qui arrivent de façon ponctuelle. Là. Je l'ai mis dans Au jour le jour, mais c'est tout d'un coup, à un moment donné, dans les 2 prochaines semaines, il va falloir que tu donnes, si tu acceptes évidemment, mais il va falloir que tu donnes ta réponse à est-ce que cet article-là mérite de participer à la connaissance de la communauté, de la communauté humaine. Et donc, c'est quand même quelque chose de gratifiant de savoir que finalement, l'expertise que vous avez développée, elle sert à vous assurer que la connaissance avance. Et pour moi, là, c'est vraiment très, très, très pour moi, mais j'ai ma chaîne Twitch sur laquelle vous êtes actuellement et que vous voyez tout. Côté pandémie, ça a été essentiel à mon maintien de mon intégrité psychologique. Ça a été ma façon d'entrer en communication avec les gens. Et encore une fois, je pense que je l'ai mis là parce que je pense que c'est important sur le processus. C'est-à-dire que j'avais pas d'idée ce que je voulais faire. Je savais que je voulais rentrer en communication. Je savais pas comment. Je me suis parti un compte, j'ai allumé le truc. Et la première chose que j'ai fait, c'est je travaillais. Donc, j'étais sur mon truc, je faisais ma programmation en live. Et éventuellement, ça a fini par découler sur une programmation finalement hebdomadaire fixe qui m'a intéressé. Donc, je me suis permis d'aller faire des erreurs. Je me suis permis de commencer quelque chose qui avait l'air d'aller dans aucune direction, puis que finalement, aujourd'hui, je le regarde, puis je fais, bon, mais ça commence à avoir quelque chose qui a un peu de la gueule. Tu sais. Donc,
Donc, de ne pas avoir peur, de se lancer dans des choses quand vous sentez que c'est le bon moment, ben c'est la chose à faire, je pense. Après ça, il y a plein d'autres choses qu'on fait au jour le jour, mais c'est, comme je dis, c'est très, très, très ponctuel, donc je peux difficilement les ajouter là-dedans. T'allais dire quelque chose, excuse-moi, Joanne? D'accord. Parfait, merci. Mhm. Oui. Tout à fait. Mais je pense que ce que tu dis, c'est important. Quand vous avez une idée de faire quelque chose, c'est probablement ça le bon moment pour commencer à la faire. Bon, mais ça c'est la grande question. La grande question, j'ai pas encore de chemin défini. Là. C'est un peu nébuleux face à la suite parce que je pense que c'est assez clair là, dans mon parcours que j'avais rien de tracé et je faisais juste faire les pas que je trouvais qui étaient cohérents actuellement devant moi. Et jusqu'au lancement de ma chaîne, en fait, j'avais toujours eu envie, un besoin de travailler sur quelque chose qui était associé à la vidéo, associé à des sortes de documentaires, associé à la communication d'informations. Et la problématique que je voyais, c'était de concilier ça avec le modèle recherche parce que ça ne fonctionnait pas vraiment. Et donc, j'avais même l'idée carrément de partir sur un bac en journalisme. Là. Donc, quelque chose de complètement autre. Mais avec, par exemple, la chaîne, je réussis à aller remplir ce besoin-là. Donc, par exemple, j'ai une émission où je rencontre des personnalités féminines où on parle de leur parcours pendant 1 heure. Donc, c'est vraiment pas du tout associé à la science, mais j'ai une discussion, une interview finalement d'1 heure avec ces personnes-là. Puis ça nourrit vraiment ce besoin-là. Et ce qui me permet de garder ma place, garder la place, la partie importante de la recherche pour moi. Et donc, potentiellement, ce vers quoi j'ai envie d'aller maintenant que je ressens que j'ai l'impression qu'un besoin est comblé puis que j'ai encore envie de combler mon besoin de recherche, ben, ce serait potentiellement d'aller vers le postdoctorat, là, qui est finalement la continuité naturelle, habituelle là, du doctorat, qui est essentiellement de faire de la recherche pendant 1, 2 ans. Donc, vraiment faire ce pourquoi. Exact. Ce- faire ça pourquoi tu as été entraîné à faire. Donc, écrire des articles, générer des idées, etc. Donc, vraiment continuer là-dedans. Puis, évidemment, le parcours n'est pas du tout tracé, là, mais dans les options que je ferme pas du tout dans ma tête, bon, mais il y a encore travailler en vulgarisation scientifique, travailler en journalisme scientifique, travailler en journalisme d'autres choses complètement. J'aime l'enseignement, donc potentiellement d'être professeur aussi à l'université, c'est quelque chose que je ne suis pas du tout fermé. J'ai encore plein de choses dans lesquelles que j'ai envie de faire et qui peuvent arriver par le futur. J'espère que ça répond à la question autant que je peux, autant que c'est nébuleux à l'intérieur de ma propre tête. Excellent. Donc, bon, ben, j'ai pas mal fait le tour là, de cette idée-là. Je pense que ce que j'ai essayé de montrer finalement à travers la présentation, c'est que les compétences que vous allez développer par le passé, donc là, hacker, musicien, parce que mon projet de thèse actuellement, il est très associé à la musique. Je m'intéresse à la fatigue musculaire chez les violonistes. Donc, je suis allé rechercher finalement ce que j'avais envie et les connaissances que j'ai développées en musique. Le corpus de connaissances que vous allez développer dans votre vie, il peut vous servir. Donc, vous allez développer des façons de réfléchir qui vont être différentes des autres si vous avez fait des choses que les autres n'ont pas fait. Donc, n'hésitez pas à faire des choses qui vous ressemblent, qui n'ont rien à voir avec le cursus tout à fait normal. Vous faites le cursus normal et vous faites les choses autour. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais qu'un détour, c'est pas quelque chose de négatif. Ça permet d'aller explorer quelque chose d'autre. Peut-être que ça servira à rien, mais peut-être en fait qu'il y avait un chemin à cet endroit-là que vous n'avez pas vu au moment où vous l'avez pris. Tout à fait. Exact.
Exact. Il faut aller le. C'est beau là, de cette façon-là, de dire de cette façon-là, parce que on pense qu'on sait ce qu'on a besoin. Hein. On pense que c'est logique et c'est facile de savoir ce qu'on a besoin, mais la réalité, elle est plus compliquée que ça. Et souvent, c'est plus diffus que ça que les besoins qu'on a à l'intérieur de soi. Exact. Exact. Et que lorsque vous ouvrez des portes, eh bien, c'est là que vous apprenez des choses. Euh, pour être en recherche, je pense qu'une des compétences ou des habiletés que vous devez avoir, c'est l'originalité, hein, la capacité à générer des idées à partir de celles qui existent déjà. Mais c'est une compétence, hein, c'est quelque chose qui se développe. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas original, eh bien, vous pouvez apprendre à devenir original via l'entraînement de la chose. Donc, c'est pas quelque chose si vous l'avez pas, c'est fini, là. Vous pouvez apprendre à faire ce genre d'affaires-là. Curiosité, donc là, pour ceux qui reconnaissent, hein, j'ai mis Curiosity, le nouveau drone martien là, qui est arrivé récemment. Je pense que Curiosité, c'est vraiment quelque chose qui est très à l'intérieur de moi, puis je pense qu'on en a bien discuté jusqu'à maintenant. Et beaucoup, 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 beaucoup d'abnégation. Donc, de pas se laisser abattre par toutes les choses qui ne fonctionneront pas. Euh, les petits pigeons à droite là, qui se posent la question What are the other words for abnegation? Et la réponse est déni, self-déni, renonciation, refuser. Tout ça, c'est effectivement la bonne chose, sauf que abnégation, c'est positif, contrairement à toutes les autres choses. Donc, c'est d'admettre que faire des erreurs, ce n'est pas mal, c'est pas grave. Et que ça fait partie du processus d'apprentissage et que ça fait partie du processus de la curiosité et de l'originalité. Ouais. Mhm. Mhm. C'est- en, en fait, comme ça a l'air d'être des side projects, ben, même si ça fonctionne pas, c'est bien vu parce qu'ils sont comme ah ouais, ben, il a essayé de faire ça. Mais effectivement, le fait d'apprendre à ne pas réussir à travers des side projects, ça permet aussi d'apprendre à ne pas réussir sur tes projets principaux. Et mhm. Tout à fait. Et il faut comprendre aussi qu'on ne parle pas de se planter là, sur quelque chose que j'ai commencé hier. Là. Il faut être prêt à se planter sur des choses que vous avez potentiellement commencé il y a 6 mois. Et se rendre compte qu'en fait, ben, ça ne servira à rien, cette affaire-là. Et ça ne servira à rien dans un but futur, mais la recherche et le processus qui vous a amené là va être utile en soi. Donc, il y a des choses qui vont vers rien, qui sont publiables directement. Puis, il y a aussi le fait que ben, vous avez appris d'autres choses à l'intérieur du processus. C'est pas parce que le projet n'a pas fonctionné que vous êtes au même point qu'au niveau de départ. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est quelque chose qu'il faut internaliser. Donc oui, puis il n'y a pas vraiment d'autre façon que de le vivre. Non, exact. Mhm. Tout à fait. Ben, c'est correct, ça me fait plaisir.
aussi, ben, c'est peut-être le petit bébé de l'abnégation, c'est de prendre plaisir dans les petites avancées parce que ça va pas faire des grands pas. Là. Les grands pas, ils arrivent une fois par 3 ans. Que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tout se met en place. Puis les choses que vous avez travaillées depuis les 3 dernières années, c'est un bloc, puis pouf, ça avance. Mais en attendant, vous avez fait des mini pas. Et tous ces mini pas, ben, c'est des avancées importantes. Et il faut réussir à ressentir du plaisir face à ces petites choses-là. Et ça commence dès maintenant. Hein. Vous êtes en train de faire un projet, de réussir à écrire votre première page. C'est c'est une avancée sur laquelle vous devez apprendre à être fier, apprendre à avoir du plaisir. Donc ça, pour moi, c'est un peu peut-être l'autre côté ou l'envers de la médaille de l'abnégation. Je regarde l'heure, ça arrive bien à l'heure de la conclusion, donc c'est parfait. Donc, grosso modo, si j'avais à dire quelque chose, c'est que pour avoir une carrière académique, je pense qu'il faut se tirer un fil rouge. Hein, il faut avoir une vision vers où vous voulez aller, mais il faut surtout savoir à n'en dévier. Donc, le fil rouge vous sert à donner une cohérence à l'intérieur de ce que vous faites. Il vous sert à rétroactivement regarder ce que vous avez fait puis à mettre tout ensemble. Mais savoir dévier, savoir faire du jazz autour de ce fil rouge-là, c'est vraiment également très, très important si vous voulez développer une originalité. Moi, puis là, c'est vraiment le conseil qui me touche à moi, là, mais d'être un touche-à-tout, ça m'a vraiment beaucoup servi. Mais ça, c'est un chemin parmi tant d'autres. Donc là, quand je parle de touche-à-tout, là, c'est un peu ce qu'on avait mentionné, hein, musicien, kinésiologue, scientifique, twitcher, politicien, programmeur, voyageur, acteur avec un gros point d'interrogation. Donc d'avoir touché à toutes ces choses-là, ça me permet aujourd'hui de développer d'autres choses. Mais encore une fois, c'est un chemin, c'est pas le chemin. Et il y en a plein d'autres sur lesquels vous êtes vos propres maîtres de votre chemin. Et par contre, s'il y aurait une constante à avoir à travers les gens, je dirais que c'est un désir d'apprendre, une curiosité, puis savoir avoir du plaisir à travers le processus. Et ultimement, à quoi vous servez? Ben, vous allez ajouter des briques de la connaissance. Donc, de voir que vous pouvez créer une brique, de voir le mur de la connaissance se bâtir grâce à vous. C'est très, très gratifiant. C'est quelque chose sur lequel on a envie de participer. Puis de voir aussi les générations futures. Moi, je commence à voir tranquillement les étudiants un peu plus jeunes bâtir sur ce que j'ai développé il y a une dizaine d'années déjà. Et ça, c'est vraiment très motivant. Voilà, ça fait le tour de ma présentation à moi. Si vous avez des questions, je suis évidemment preneur.